Bon Jérôme, on est devant cette belle Mercedes AMG GT2, c'est une nouvelle voiture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant de parler un petit peu des autres programmes? Eh ben, nouvelle voiture, nouvelle discipline. Donc AMG a développé sur la base du châssis de la GT4 et de la GT3 une nouvelle voiture, une GT2. Et on va la... En fait le concept c'est une grosse GT4 avec 250 chevaux de plus, donc 700 chevaux au final. Donc des performances notamment vitesse de pointe, accélération impressionnante. Et pas énormément d'appui aérodynamique et une discipline qui va être réservée principalement aux pilotes amateurs. Donc c'est une voiture qui va vite en ligne droite et qui va moins vite en virage, c'est ça? Qui n'est pas facile à arrêter déjà, ouais. parce que ici à Dijon, elle prend quasi 290 km/h. Ah, quand même. Mais c'est une voiture qui va donner aux pilotes ce qu'on appelle bronze, de la dextérité pour peut-être passer à l'échelon supérieur, mais déjà ça leur permet aussi, par rapport au GT4, de faire des courses entre eux qui sont théoriquement un petit peu moins animées que le GT4. Bon, alors après, on va passer aux 24 heures de Spa, Jérôme. Ah, le il y a un titre à défendre. Comment ça se présente? Ça se présente plutôt bien, puisqu'on a la dernière course d'endurance, on a réussi à gagner avec Marcello, Gounon et Bogulaski, après notre début de saison un petit peu en pointillé à Monza. Donc on est déjà revenu dans le championnat et bon, bien évidemment le gros morceau Spa qui est beaucoup plus tôt que les autres années. C'est-à-dire ça sera non seulement la 3e course, mais ça sera début juillet. Donc au niveau préparation c'est un peu plus délicat. Mais on sait que la Mercedes a été performante l'an dernier, même je dirais les 3 dernières années parce qu'on est parti chaque fois en pôle. Et on y va avec l'espoir déjà de finir sur le podium et de marquer des points au championnat, et évidemment gagner ça serait la cerise sur le gâteau, mais on sait que Spa, il faut quand même beaucoup de réussite. Et c'est important de partir de la pole à Spa, ou est-ce que il y a des points en championnat parce qu'on marque 3 points pour la super pole, mais est-ce que c'est vraiment important, ça donne un peu le rythme de la course, ou est-ce que... Alors moi j'ai tendance à être contre-courant. En fait l'objectif du team, surtout sur une voiture qui est éprouvée, c'est d'essayer de partir devant. Alors même si ça ne détermine pas complètement le résultat final, en tout cas on sait qu'à Spa, par expérience, les 4 premières heures sont vraiment difficiles. Il y a 72 voitures en piste, il y a quand même pas mal d'accrochages, il y a beaucoup d'abandons importants au début. Et partir devant, pour moi, c'est un énorme avantage. Donc on va pousser dès les essais. Et c'est partir devant aussi déjà dès le départ pour ne pas être embêté aussi déjà dans le raidillon et tout. C'est plutôt mieux de partir devant que de partir au milieu du paquet. Oui, et puis c'est faire l'exercice de la super pole quand même qui a été introduit il y a quelques années. Et c'est pas que du prestige, hein, c'est de montrer que l'équipe et le pilote fait du bon boulot. Et effectivement, ça permet aussi d'imprimer le rythme dès le début. Et au niveau stratégie, c'est pas mal aussi, parce que quand on est dans le peloton, mine de rien, encore une fois, les 3 premières heures, on peut rapidement perdre 40 secondes. Et en cas de full course yellow, safety car, ça peut se traduire. On a le risque de prendre un tour assez rapidement dans la course. Et comme les pros n'ont pas l'autorisation, la règle du wave-by ne s'adaptera pas aux professionnels. C'est important de garder une position devant dès le début de course. Et cette histoire de wave-by aussi, est-ce que ça rajoute aussi quelque chose de différent? Est-ce que on l'a vu aussi au Mans, on le voit aussi aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens selon toi? Alors je pense que les Américains le maîtrisent parfaitement. On a fait Daytona cette année, c'était même assez impressionnant. La gymnastique qu'il faut, non seulement par les officiels et les équipes pour le faire. Sur un circuit Daytona, alors il y a d'autres circuits aux États-Unis, mais Daytona qui s'y prête vraiment, parce que sur l'anneau c'est assez facile de laisser passer des voitures, ce qui est un peu plus délicat sur un circuit routier. Maintenant la maîtrise du règlement, elle n'est pas évidente, parce que en GT World Challenge, pour l'instant, on n'a pas eu cette configuration de course. Sur les 2 premières courses, c'est jamais arrivé. Si ça doit arriver pendant la nuit à 2 h du matin, ça va peut-être être un sujet. Bon, ça fait plusieurs années aussi qu'on embête Jérôme en lui disant que pour gagner Spa, il faut se mettre dans les stands des fins. Et a prouvé le contraire l'an dernier, que dans les stands d'endurance, on peut gagner. Ah ben j'ai tenu bon. Hein. J'ai tenu bon. Donc la malédiction, non, elle n'est pas avérée.
On s'est remis dans les stands d'endurance, donc on y est depuis 2014, sans interruption. Alors, je ne vais pas dire que les mécanos sont ravis, je ne vais pas dire que l'équipe est ravie, parce que pendant une semaine, c'est un peu le sport auto des années 70, dont on n'est plus habitué. Mais ça a deux avantages, ce qu'on avait développé l'an dernier. C'est qu'entre le moment où la voiture rentre dans la piste et s'arrête devant vous, on a 1 minute pour réagir. Donc en cas de pluie, de crevaison, de procédure de safety, etc., on ne sera jamais pris de court. Il y a un deuxième avantage, c'est qu'on a un peu plus de place pour ravitailler. Et le troisième, bien que maintenant les voitures soient extrêmement fiables, si vous avez un problème de démarreur, la voiture démarrera dans la descente. Donc on tient compte de ces 3 facteurs. Puis maintenant c'est devenu une habitude, on maîtrise. Et voilà, ça nous a porté plutôt bonheur l'an dernier. Et on va essayer de conserver cette dynamique. Et depuis 2011, où le team était déjà sur place avec la Ferrari, avec déjà une victoire en Pro-Am, la course, c'est plus une évolution, hein, c'est carrément un monde différent entre 2011 et 2023. C'est 24 heures de Spa. Je pense que le nombre d'engagés par rapport à 2011 a doublé quasi, pas loin en tous les cas. D'équipage pro, il a sûrement triplé ou voire quadruplé. Enfin, c'est-à-dire des voitures capables de gagner la course. Maintenant, on peut dire sur le papier, il y en a 25 avant l'édition. Et ce qui a vraiment évolué, en dehors de la qualité des équipages et de la compétitivité des teams qui n'est plus à prouver en GT World Challenge, c'est que le facteur réussite, c'est-à-dire maîtriser une course comme Spa, c'est devenu quasiment impossible. Parce qu'au bout de 3-4 heures, le trafic, c'est pas du tout le même qu'au 24 heures du Mans. Parce qu'au 24 heures du Mans, vous avez différentes catégories et les voitures, en fait des voitures plus vite ou moins vite que vous, il y en a beaucoup. Alors qu'en GT World Challenge, tout se tient à 2 secondes. Et là, une erreur peut très très vite arriver. Ou alors une perte dans un relais de 15 ou 20 secondes qui peut vous faire perdre la course. Donc la gestion pure, elle est à la fois liée à l'équipe, mais c'est là où on voit que les pilotes ont une importance énorme. C'est-à-dire ils doivent aller vite sans faire de dégâts sur la voiture et sans perdre de temps. Ce qui est une équation pas évidente. Est-ce qu'avant c'était plus une course d'endurance et maintenant c'est un sprint, on dit toujours que c'est un sprint de 24 heures. Oui. Ce qui a changé peut-être par rapport, je me souviens en 2011 avec la Ferrari, c'est la 458, où on ne savait pas trop où ça allait aller. On avait fait un petit parce que la voiture elle n'avait jamais fait un test si long, donc déjà passé 12 heures on était content, donc gagner au bout de 24 heures c'était incroyable. Et là on l'avait vraiment pris comme une course d'endurance. Je veux dire sans s'occuper des autres, là on n'est pas du tout dans le même objectif. Et oui, c'est un sprint. Et chose importante pour le championnat, il y a des points à prendre après la 6e heure, après la 12e heure, qui va modifier un peu votre stratégie par rapport à d'autres concurrents qui ne font pas toutes les courses, qui font que l'IGTC, où ce règlement ne s'applique pas. Et nous, prendre des points comme ça, c'est intéressant. Bon, Jérôme, il a aussi la particularité d'avoir fait rouler Fabien Barthez, d'avoir roulé avec Luc Alphand, et maintenant d'avoir roulé avec Valentino Rossi, d'avoir gagné le Road to Le Mans. Oui, 3 champions du monde dans leur discipline. Et alors les 2 premiers, on va dire que c'était quelque chose. Luc, j'étais à l'époque encore, j'avais déjà le team, mais j'avais encore des programmes réguliers en Le Mans Series. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 années dans son team. Donc là, j'étais vraiment en mode pilote et j'ai appris à l'apprécier, non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'ami. Fabien, on l'a fait débuter en sport automobile en 2008, en Porsche Carrera Cup. Et il a été champion de France GT 2 fois, GT3 et GT4 avec nous. On a fait les 24 heures du Mans ensemble. Donc c'est un peu le même type d'aventure. Et là, Valentino Rossi, c'était complètement inattendu. Alors je le voyais dans les paddocks parce qu'on est souvent à côté de WRT, de par nos résultats dans les box, parce qu'on peut choisir sa place si on est premier ou deuxième du championnat.
Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Vincent Voss, le directeur enfin mon homologue chez WRT, me propose le volant sur une marque concurrente, un team concurrent. Donc là, ça a été une découverte totale. Il n'y a que lui pour proposer quelque chose comme ça en final. Ah oui, non, mais on connaît le personnage. Bon, alors on se connaissait justement de Luc Alpha Aventure, parce qu'il avait roulé sur la Corvette. Et puis c'est une équipe qui est quand même si elle est belge, il y a énormément de Français. Je veux dire, globalement, on parle la même langue. Il y a une compétition, il n'y a jamais vraiment eu de tension, mais il y a quand même eu des bagarres à couteau tiré. Maintenant, c'est sûrement l'équipe où on se sent la plus proche, quoi. Voilà, depuis 15 ans. Et mais maintenant qu'il aille me proposer de rouler dans sa voiture avec son pilote phare, enfin en tout cas c'était une grosse surprise et puis je ne le remercierai jamais assez parce que pour moi ça a été 3 jours de vacances. Et ça aide un peu du coup à comprendre un peu la BM, comment elle fonctionne par rapport à la Mercedes? Alors j'ai un avantage, c'est que je suis allé là-bas, je me suis dit t'intéresses pas au team. Vas-y en tant que pilote, c'est un cadeau qu'on me fait. J'ai 58 ans, je peux rouler avec Rossi, il est champion du monde moto, dans une super voiture. Donc je dirais que presque je me suis très peu impliqué dans la partie technique parce qu'ils connaissent par cœur l'auto. Et j'ai fait le pilote, quoi. C'est-à-dire j'avais un super ingénieur data performance. Et j'ai fait de la vidéo en voyant ce que faisaient les pilotes pros, des datas. Je suis même allé faire des track walks tout seul. Je me suis remis dans la peau d'un pilote et c'est ça qui m'a plu. Après, l'équipe en elle-même, elle n'a rien à prouver et j'étais pas là non plus pour faire une sorte d'espionnage ou quoi que ce soit. C'était pas du tout le but. Et puis après, si on peut parler que de la BMW par rapport à la Mercedes, que je connais un petit peu aussi, je dirais que c'est des voitures qui sont très similaires parce qu'elles sont d'un concept. Déjà, c'est des GT3, elles ont un concept quand même qui est quasi identique dans la répartition des masses, donc j'ai pas été dépaysé. Est-ce que du coup ça donne envie au team de vouloir aller plus loin maintenant que les GT3 vont aller aux 24 heures du Mans en parallèle d'un programme en GT World Challenge Europe? Il y a deux choses sur le plan purement sportif et le plan même personnel. On était là au début du GT3, même en 2006, avec des Porsche Cup, à la première manche de GT3 FIA à Silverstone, où Morgan Moulin-Traffer avait même fait la pole position. Et on était là au début du Blancpain, donc qui était on va dire le grand avènement du GT3 en 2011 à Monza. Et je pense qu'on est un des rares teams avec WRT, peut-être AF Corset, à avoir été là de bout en bout. Voilà. Ne pas être dans cette discipline qu'on a vu grandir, où on a engagé énormément d'autos sur la course la plus belle au monde d'endurance l'an prochain, ça serait forcément une déception. Donc oui, je vais tout faire pour y être. Ouais. Et en tant que pilote, après 13 participations? Alors en tant que pilote, disons, il faut voir les choses de façon réaliste. Je remonte dans une voiture sur le circuit du Mans. Bon, c'est une course support, c'est un peu particulier. On n'a pas fait trop de tours ouverts et tout, mais je vois où j'en suis par rapport à un professionnel. Sur un circuit comme Le Mans, il me manque 3 secondes. Alors c'est 13 km, c'est beaucoup, pas beaucoup. Je me sentirais capable de réduire l'écart de moitié si je faisais tout ce qu'il fallait. Maintenant, aller rivaliser maintenant avec des Marcello, des Gounon à la soixantaine ou des Vantore, c'est même plus envisageable. Je veux dire, c'est un niveau qui est difficile d'imaginer. Mais donc maintenant, avoir un niveau respectable en tant que pilote bronze, oui, je pense que je suis capable de l'avoir. Déjà, le numéro 1, c'est le team. Voilà. Avant le pilote. Voilà. Et moi, on verra. Hein. On verra, mais c'est pas la priorité. Et juste pour revenir un petit peu sur les 24 heures de Spa, c'est plutôt, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça risque de changer quelque chose en termes de course, que ce soit plus fin juin que fin juillet, au niveau de la nuit? Est-ce que c'est quelque chose qui peut modifier le cours des choses? Alors, ce que ça peut modifier, et déjà, en fait, ce qui est très difficile à anticiper à Spa, c'est le nombre de tours qu'on va faire sous verre. En fait, donc dans des conditions de course normales, ce qui a été un peu le cas l'an dernier. Et le fait de le faire tôt dans l'année,
Donc d'avoir finalement, si je ne me trompe pas, une nuit un peu plus courte, fait que les voitures... Alors, parce que finalement la nuit, c'est presque le plus facile. Il fait frais. On va dire que la course commence à ronronner. Les pilotes sont en place, l'équipe commence à être en place et c'est souvent là où les voitures sont moins sollicitées. Je veux dire, le fait de rouler de jour avec de la chaleur, avec des conditions, c'est là où ça devient plus dur. Donc pour nous, ce qui peut beaucoup changer, c'est effectivement le nombre de neutralisations, la pluie, par rapport à une course sous verre. Alors pourquoi ? Parce que y a une usure déjà des freins, où il y a un arrêt technique qui est prévu, mais cet arrêt, par exemple l'an dernier, on était incapable de le repousser. C'est-à-dire il fallait absolument le faire à la 13e heure. Il était utile. Ah oui, il obligatoire. était indispensable. Alors que quand vous êtes sous verre, quand vous êtes avec des conditions changeantes où la voiture n'a pas fait réellement des tours de course à pleine charge, vous pouvez peut-être repousser cette échéance de 3 heures. Et donc ça vous aide dans votre stratégie, c'est-à-dire vous pouvez vous permettre d'attendre ou de remonter, de revenir dans le tour du leader. Donc c'est plus ça pas qui nous inquiète, mais qui est prépondérant dans le résultat final. C'est-à-dire à quel moment on va faire cet arrêt technique et pas passer à côté parce qu'il peut vous coûter un tour. Ouais. Ok, voilà. Merci Jérôme. Merci à vous.